Peux-tu quitter la maison pour 1 heure ou 2, s'il te plaît? J'ai besoin d'un peu d'intimité avec lui, a-t-elle dit à propos de son meilleur ami masculin. J'ai répondu, prends tout le temps dont tu as besoin, et je suis parti définitivement. Elle a appelé quelques heures plus tard, confuse, demandant où j'étais. J'ai dit, ne m'appelle pas. J'ai aussi besoin d'intimité. Et j'ai raccroché. Vous connaissez ce genre spécifique d'épuisement que vous ressentez après une semaine de travail de 50 heures? Ce n'est pas seulement physique. C'est une lourdeur profonde dans l'âme où votre cerveau a l'impression d'être emballé dans du coton. C'était moi vendredi à 18h30. Je paie le loyer, en totalité. Je paie les services publics. Je paie les courses. Chloé, ma petite amie depuis 2 ans, couvre ses prêts étudiants et son argent de poche pour les loisirs. J'étais d'accord avec cet arrangement parce que je voulais construire un avenir. Je pensais investir dans une partenaire. J'avais tort. Je subventionnais une usine à manque de respect, et le contremaître de cette usine était Julien. Julien était le meilleur ami de Chloé. Il n'était pas le genre de gars dont vous vous inquiétez physiquement. Il n'était pas en forme. Il n'avait pas d'argent. Et il vivait encore avec des colocataires à 28 ans. L'arme de Julien était sa fragilité. C'était une victime professionnelle, un garçon fragile. Il était toujours en crise, perdant toujours le contrôle, et ayant toujours besoin que Chloé le raisonne pour l'éloigner d'un précipice qui n'existait même pas. Je suis entré dans l'appartement, j'ai laissé tomber mes clés et je me suis dirigé directement vers le canapé. Tout ce que je voulais, c'était le silence, une pizza, et ne pas parler à un autre être humain pendant 12 heures. Chloé faisait les 100 pas dans la cuisine. Elle n'a pas dit « bienvenue à la maison ». Elle n'a pas demandé comment s'était passé le travail. « Julien vient à la maison », a-t-elle dit. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Oh, c'est vendredi. Je suis mort de fatigue. Ne pouvez-vous pas aller dans un café ou chez lui? Ses colocataires sont bruyants. Elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Et il est dans une très mauvaise passe, Antoine. Son ex-petite amie vient de publier une photo avec un nouveau gars. Il est dévasté. Il a besoin d'un espace sûr. D'accord, ai-je dit en me frottant les tempes. Très bien, restez juste dans le salon. Je vais aller dans la chambre, mettre des écouteurs et m'endormir profondément. Merci, a-t-elle dit, les épaules tombantes. Tu es le meilleur. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte et je me suis effondré sur le lit. J'ai mis mes écouteurs à réduction de bruit. J'ai ouvert un livre. J'essayais d'être le petit ami confiant. J'essayais d'être le gars qui ne devient pas jaloux du meilleur ami platonique. 20 minutes plus tard, la porte a grincé en s'ouvrant. J'ai enlevé les écouteurs. Chloé se tenait là, les bras croisés, l'air mal à l'aise, mais pas mal à l'aise pour moi. Mal à l'aise contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. As-tu besoin d'argent pour la nourriture? Non, a-t-elle dit. Elle a déplacé son poids. Écoute, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Que tu sois ici, a-t-elle dit. Je me suis assis. Je suis dans la chambre, Chloé. La porte est fermée. J'ai des écouteurs. Je suis invisible. Ce n'est pas une question de bruit, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton condescendant de langage thérapeutique qu'elle utilisait quand elle voulait me manipuler. C'est l'énergie. Julien sait que tu es là-dedans. Il se sent étouffé. Il ne peut pas libérer complètement ses émotions parce qu'il se sent jugé. Il est intimidé par toi, Antoine. Il a besoin d'une intimité totale pour se sentir assez en sécurité pour pleurer. Je l'ai regardé fixement. Le silence s'est étiré pendant 5 secondes. Alors j'ai dit lentement, que es-tu en train de demander? Elle a pris une grande inspiration comme si c'était elle qui faisait un sacrifice. Peux-tu quitter la maison pour 1 heure ou 2, s'il te plaît? Va juste à la salle de sport ou prends un verre. J'ai juste besoin d'un peu d'intimité avec lui pour l'aider à traverser cette crise de panique. Une fois qu'il sera calmé, tu pourras revenir. C'était ça. Elle ne demandait pas à me tromper. Si elle avait voulu me tromper, elle l'aurait fait dans mon dos. C'était pire. C'était elle, me regardant dans les yeux et me disant que mon confort dans ma propre maison, la maison que je payais,
était moins important que le besoin de Julien de jouer sa dépression émotionnelle hebdomadaire. Elle m'expulsait de ma propre vie pour faire de la place à un autre homme. Dans le passé, j'aurais discuté. J'aurais dit, c'est ridicule. Et elle m'aurait qualifié de toxique et de non solidaire. Nous nous serions disputés. J'aurais eu l'air du méchant, et j'aurais fini par rester en colère et plein de ressentiment. Mais cette fois, la colère n'est pas venue. Au lieu de cela, une clarté mathématique et froide a pris le dessus. C'était comme si un interrupteur avait basculé dans un disjoncteur. Clic. Je l'ai regardé. J'ai vu le sentiment d'avoir tous les droits. J'ai vu le manque de respect. Et j'ai réalisé qu'aucune dispute ne réglerait cela. Vous ne pouvez pas négocier le désir. Et vous ne pouvez pas négocier le respect. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, surprise. Vraiment? Tu ne vas pas faire de scène? Aucune scène, ai-je dit. Il a besoin de soutien, n'est-ce pas? Exactement. Elle a rayonné, soulagée. Merci d'être si compréhensif. Tu es un très bon allié en ce moment. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'au placard et j'ai attrapé mon sac de sport, mais je n'ai pas emballé de vêtements de sport. Pendant qu'elle retournait dans le couloir pour vérifier comment allait Julien, c'est bon. Il s'en va. J'ai bougé rapidement et silencieusement. J'ai attrapé mon ordinateur portable. J'ai attrapé mon passeport sur l'étagère du haut. J'ai attrapé le dossier avec mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale. J'ai attrapé mon disque dur externe avec toutes mes sauvegardes de travail. J'ai jeté 2 rechanges de sous-vêtements et ma brosse à dents. Cela m'a pris 90 secondes. J'ai fermé le sac. Il ressemblait à un sac de sport normal. Je suis sorti de la chambre. Julien était assis sur mon canapé, la tête dans les mains, faisant semblant de trembler. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas reconnu l'homme qui payait la facture de chauffage qui le gardait au chaud. Chloé m'a raccompagné à la porte. Elle m'a embrassé sur la joue. Je ne l'ai pas embrassé en retour. Je t'enverrai un message quand il ira mieux, a-t-elle chuchoté. Probablement dans 1 heure, 2 au maximum. J'ai ouvert la porte. L'air du couloir était frais. Prends tout le temps dont tu as besoin, ai-je dit, et je le pensais vraiment. J'ai fermé la porte. J'ai entendu le clic de la serrure. J'ai marché dans le couloir, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au garage et je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé le volant. J'ai vérifié mon système de navigation pour trouver l'hôtel le plus proche qui n'était pas un taudis total. J'étais techniquement sans abri, mais en sortant du garage, je ne me sentais pas perdu. Je me sentais libre. J'ai conduit 20 minutes jusqu'à un hôtel d'affaires près de l'autoroute. Ce n'était pas un complexe de luxe. C'était l'un de ces endroits belges standards conçus pour les commis voyageurs. Ça sentait le nettoyant industriel au citron et la climatisation. Mais quand je suis entré dans la chambre et que j'ai jeté mon sac sur le lit, cela m'a semblé être un sanctuaire. J'ai commandé un hamburger au service d'étage. J'ai pris une longue douche chaude sans m'inquiéter d'utiliser toute l'eau chaude parce que Chloé voulait prendre un bain plus tard. J'ai allumé la télévision et j'ai regardé un film d'action à un volume élevé sans qu'on me dise de baisser le son parce que Julien avait envoyé un message vocal qu'elle devait analyser. Pour la première fois en 2 ans, je ne marchais pas sur des œufs. Je ne gérais pas le climat émotionnel de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas le personnage secondaire dans le mélodrame de Chloé et de Julien. J'ai regardé ma montre. 20h30. Cela faisait 2 heures. L'euro à peu près qu'elle avait demandé était venu et reparti. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message. Pas de « Est-ce que tu vas bien ?» Pas de « Merci de faire ça ». Le silence. C'était drôle. Une partie de moi, l'ancienne partie, la partie qui voulait tout arranger, attendait le message d'excuse. J'attendais qu'elle réalise à quel point sa demande était folle. Mais plus le silence s'étirait, plus la réalisation se calcifiait dans mes tripes. Elle ne s'inquiétait pas de savoir où j'étais parce qu'elle s'en fichait. Tant que je n'étais pas dans l'appartement pour interrompre le monologue de Julien, je n'existais pas. À 22h15, près de 4 heures après mon départ, mon téléphone s'est finalement allumé. Appel de Chloé. J'ai laissé sonner 3 fois.
J'ai pris une bouchée de mon hamburger. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette. Puis j'ai répondu. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste appuyé sur le bouton vert et j'ai tenu le téléphone à mon oreille. Et sa voix était enjouée, presque gaie. Le fond était silencieux. Où es-tu? Je t'ai envoyé un message il y a environ 20 minutes. Je ne l'ai pas vu, ai-je dit. Ma voix semblait différente à mes propres oreilles. Plus grave, détachée. Oh, eh bien, Julien vient de partir, a-t-elle dit avec autant de désinvolture que si elle me disait que le courrier était arrivé. Il se sent beaucoup mieux. Il avait vraiment juste besoin de pleurer un bon coup, tu sais? C'est une âme si sensible. Il absorbe tellement de négativité du monde. Mais j'ai réussi à le calmer. C'est génial, ai-je dit, d'un ton plat. Ouais. Bref, es-tu tout prêt? Le réfrigérateur est vide. Peux-tu prendre de la nourriture thaïlandaise sur le chemin du retour? Je meurs de faim. Julien était trop bouleversé pour manger, alors je ne voulais pas manger devant lui, et maintenant je meurs de faim. J'ai fermé les yeux et j'ai expiré par le nez. C'était là, le test de la nourriture thaïlandaise. Elle m'expulse de ma propre maison, passe 4 heures seule avec un autre homme, puis me rappelle pour lui apporter son pad thaï comme si j'étais un livreur glorifié. Elle n'a même pas demandé si j'avais mangé. Elle supposait que je flottais simplement dans les terres, attendant d'être réactivé pour la servir. Non, ai-je dit. Il y a eu un silence au bout du fil. L'enjouement a vacillé. Non. Comment ça, non? Prends juste celui de la rue de la République. C'est sur ton chemin, prends le curry vert. Je veux dire, non. Je ne vais pas chercher de nourriture, et je ne reviens pas. Elle a ri. C'était un petit rire nerveux et confus. Quoi? Arrête d'être bizarre. Où es-tu? Es-tu allé chez Maxime? Arrête de plaisanter. Ce n'est pas une blague, Chloé. Tu m'as demandé de partir, alors je suis parti. Son ton a changé instantanément. L'enjouement a disparu, remplacé par ce ton condescendant familier qu'elle utilisait chaque fois que je sortais du rang. D'accord, écoute, je sais que tu te sens en insécurité en ce moment, mais ne sois pas dramatique. Je t'ai demandé de partir pour 1 heure. Ça fait 4 heures. Tu me punis d'avoir aidé un ami en crise, et c'est vraiment peu attrayant. Je ne te punis pas, ai-je dit calmement. Je suis d'accord avec toi. De quoi parles-tu? Tu as dit que tu avais besoin d'intimité. J'ai dit que tu avais raison. L'intimité est importante. Les limites sont importantes. Et j'ai réalisé ce soir que je n'ai aucune intimité dans ma propre maison parce que je vis avec une 3e personne qui ne paie pas de loyer. Oh mon Dieu, a-t-elle gémi. Faisons-nous vraiment encore le truc de « je déteste Julien » ? Il pleurait, Antoine. Il était suicidaire. Il est toujours suicidaire, Chloé. Jusqu'à ce qu'il rencontre une nouvelle fille, et ensuite il va bien jusqu'à ce qu'elle le largue, et ensuite il est de retour sur notre canapé. Tu es tellement sans cœur, a-t-elle craché. Je ne peux pas croire que je sors avec quelqu'un qui a si peu d'empathie. Rentre simplement à la maison. Nous pourrons parler de ça en personne, mais apporte de la nourriture parce que j'ai mal à la tête. J'ai regardé autour de la chambre d'hôtel. Le lit était fait. Le climatiseur bourdonnait paisiblement. La porte était verrouillée à double tour. Je ne rentre pas à la maison, Chloé. Pas ce soir. Pas demain. Arrête ça, a-t-elle rétorqué. Tu me fais peur. Où dors-tu? Ce ne sont plus tes affaires. Plus mais. Je suis ta petite amie. L'es-tu, ai-je demandé. Parce que les petites amies ne mettent pas leur partenaire à la porte pour jouer les infirmières avec un autre homme. Tu as fait un choix ce soir. Tu as choisi son confort au détriment de mon respect. Tu voulais l'appartement pour toi toute seule. Félicitations. Il est à toi. Antoine, arrête, a-t-elle dit, sa voix montant dans les aigus. La panique s'installait enfin. Elle a réalisé que je ne suivais pas le scénario. Je ne m'excusais pas. Tu prends ça dans des proportions démesurées. Rentre simplement à la maison, s'il te plaît. Je suis désolé si je t'ai fait te sentir exclu, d'accord? Je suis désolé.
Est-ce cela que tu veux entendre? Je ne veux rien entendre, ai-je dit. Je suis fatigué. Alors, rentre à la maison et dors. Non, ai-je dit. Tu voulais de l'intimité avec lui. Tu l'as eu. J'ai pris une inspiration, savourant le caractère définitif de ce que j'allais dire. Ne m'appelle pas. J'ai aussi besoin d'intimité. Attends, ne t'avise pas. Clic. J'ai fixé l'écran du téléphone pendant une seconde. Ensuite, je l'ai mis sur « Ne pas déranger » et j'ai bloqué son numéro. Je m'attendais à me sentir malade. Je m'attendais à ressentir cette anxiété déchirante du « Que ai-je fait ?» Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction professionnelle, comme si je venais de conclure une mauvaise affaire qui perdait de l'argent depuis des années. Je pris la télécommande, j'enlevai la pause du film, et pris une autre bouchée de mon hamburger. C'était le meilleur hamburger que j'ai jamais goûté. J'ai dormi pendant 9 heures d'affilée. J'ai passé le week-end à l'hôtel. Je n'ai pas bu. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Je suis allé à la salle de sport de l'hôtel. J'ai lu un livre, et j'ai ignoré mon téléphone. Quand je l'ai enfin vérifié le dimanche soir, les notifications étaient une zone sinistrée. 17 appels manqués, 42 messages textuels. Chloé avait parcouru tout le spectre du deuil toxique. Le déni, arrête de plaisanter. Ce n'est pas drôle. La colère, tu te comportes comme un enfant. Grandis. La négociation, je me ferai pardonner. Je dirai à Julien qu'il ne peut pas venir pendant une semaine. La dépression, je pleure et j'ai peur. Pourquoi fais-tu ça? La rage à nouveau, très bien. Sois un. Tu verras si je m'en soucie. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Répondre leur donne du carburant. Le silence allume l'incendie. Le lundi matin est arrivé. Je me suis réveillé à 7 heures. J'ai mis une chemise propre. Ensuite, j'ai appelé mon patron. J'ai besoin de prendre un jour de congé pour urgence personnelle, ai-je dit. J'ai un problème de logement que je dois résoudre immédiatement. Faites ce que vous avez à faire, a-t-il dit. Il savait que je ne manquais jamais de jours de travail. Je connaissais parfaitement l'emploi du temps de Chloé. Elle partait pour la boutique à 8h30 du matin. Elle prenait le métro, ce qui signifiait qu'elle serait sous terre et hors ligne pendant 40 minutes. Julien, étant sans emploi par choix, dormait généralement jusqu'à midi chez lui, épuisé par le travail émotionnel consistant à ruiner ma relation. À 9h du matin pile, je me suis garé devant l'immeuble, mais je n'ai pas amené quelques potes et une camionnette. C'est du travail d'amateur. J'ai amené une équipe de déménageurs professionnels, 3 gars, un gros camion et beaucoup de films étirables. Cela m'a coûté 750 € pour la réservation minimale, mais payé pour la rapidité et le professionnalisme en valait chaque centime. J'ai déverrouillé la porte. L'appartement sentait le vin éventé. Et Julien. Une légère odeur de patchouli et de vêtements non lavés persistait dans le salon. Très bien, ai-je dit au contremaître. Nous sommes chirurgicaux aujourd'hui. Je pointe exactement ce qui part. Si je ne le pointe pas, ça reste. Nous avons déménagé efficacement. Nous avons pris la télévision à diodes électroluminescentes organiques de 65 pouces que j'avais acheté pour la finale de la Ligue des Champions. Nous avons pris le système de son Surround Sono. Nous avons pris la machine à expresso Breville, ma fierté et ma joie. Nous avons pris l'aspirateur Dyson. Nous avons pris la chaise de bureau Herman Miller. Je suis allé dans la chambre. J'ai emballé tous mes vêtements, mes montres et mes chaussures. J'ai pris les tables de nuit que j'avais restaurées moi-même. J'ai défait le lit mais j'ai laissé le matelas. Il était techniquement à elle, même si c'est moi qui l'avais acheté. Puis est venu le moment de vérité. Je me tenais dans la salle de bain en regardant le placard des fournitures. Il y avait un gros paquet de papier toilette neuf que je venais d'acheter chez Carrefour. Il y avait des boîtes d'ampoules intelligentes. Il y avait le détergent à lessive coûteux. Un homme mesquin les aurait pris. Un homme mesquin aurait dévissé les ampoules juste pour la faire asseoir dans le noir. Mais je n'étais pas mesquin. J'étais indifférent. Laisse-le, ai-je murmuré pour moi-même. Prendre le papier toilette dit, je suis en colère et je veux te déranger. Le laisser dit,
je suis tellement au-dessus de cette situation que je me fiche de 45 € de produits en papier. Tu es un cas de charité pour moi maintenant. À 11h30 du matin, l'appartement n'était pas vide, mais il était creux. Il ressemblait à une maison témoin mise en scène dans laquelle personne ne vivait réellement. L'âme de l'endroit, le confort, la technologie, la stabilité, étaient à l'arrière du camion. Tout ce qui restait était ces tables lac de chez Ikea, ces coussins décoratifs et le silence. J'ai posé ma clé sur le comptoir de la cuisine. À côté, j'ai laissé un mot. Je n'ai pas vidé mon cœur. Je n'ai pas écrit un manifeste sur la trahison. J'ai écrit une note de service. Chloé, puisque tu as besoin de tellement d'intimité pour toi et Julien, j'ai décidé de te donner l'appartement de façon permanente. J'ai déménagé. Le loyer est dû le 1er du mois. Bonne chance. Antoine. Nous sommes prêts à partir, patron, a dit le déménageur en essuyant la sueur de son front. J'ai jeté un dernier regard autour de moi. Je ne me sentais pas triste. Je ne ressentais pas de nostalgie. J'ai regardé le mur vide où se trouvait la télévision, et j'ai eu l'impression qu'on m'avait retiré une tumeur. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur et je l'ai tirée pour la fermer. Je suis monté dans ma voiture et j'ai suivi le camion. Je n'ai pas regardé en arrière dans le rétroviseur. Les retombées ont commencé à 13h30. J'étais assis dans un restaurant avec mon frère, mangeant un club sandwich, quand mon téléphone a commencé à vibrer si violemment qu'il a failli tomber de la table. Appel de Chloé. Appel de Chloé. Appel de Chloé. Puis sont venus les messages textuels, « Que as-tu fait? Où est la télévision? Comment as-tu pu me faire ça? Je ne peux pas payer cet endroit toute seule. Julien dit que tu es un psychopathe. » Puis sont venus les singes volants. Ses amis, que j'avais nourris, divertis et pour qui j'avais été le chauffeur désigné pendant des années, avaient soudainement beaucoup d'opinions sur mon caractère. Sophie, la meilleure amie, tu l'as abandonnée. Elle fait une crise de panique sur le sol. Tu dois revenir et arranger ça. Sois un homme. Marc, l'ami commun, mon frère. La laisser avec le loyer, c'est bas. Même si vous vous disputez, tu ne joues pas avec le logement de quelqu'un. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas essayé d'expliquer les nuances de la situation. J'ai envoyé un seul message de groupe à toutes les personnes impliquées. Chloé m'a demandé de quitter ma propre maison pour pouvoir être seule avec un autre homme. J'ai respecté ses souhaits et j'ai déménagé. Je ne suis plus financièrement responsable de ses choix. Ne me contactez plus. Ensuite, je les ai tous bloqués, un par un. C'était incroyablement satisfaisant, mais je n'avais pas terminé. Bloquer les numéros est une protection émotionnelle. J'avais besoin d'une protection légale. Je me suis rendu directement au bureau de location. Je suis entré et je me suis assis avec la gestionnaire immobilière, une femme pragmatique nommée Corinne. J'ai besoin de résilier le bail de l'unité 4B, ai-je dit en glissant un chèque de banque sur le bureau. Corinne a regardé le chèque. Il était de 4 400 €, soit 2 mois de loyer. Ça m'a fait mal de faire ce chèque. C'était l'argent de mes vacances. C'était mes économies, mais je le considérais comme le paiement d'une rançon pour mon avenir. Cela couvre les frais de résiliation anticipés, ai-je dit. À partir d'aujourd'hui, j'ai libéré les lieux et rendu mes clés. Corinne a tapé sur son ordinateur. D'accord, cela met fin au contrat de location actuel avec effet immédiat. Cependant, comme Chloé est toujours dans l'unité, elle devient une locataire maintenue dans les lieux. Elle a 30 jours pour soit libérer les lieux, soit signer un nouveau bail à son nom. Elle devra se requalifier sur la base de ses propres revenus, n'est-ce pas, ai-je demandé. C'est exact, a dit Corinne. Elle devra fournir une preuve de revenu égale à 3 fois le loyer mensuel. J'ai hoché la tête. Elle ne sera pas qualifiée. Alors elle recevra un avis d'expulsion, a dit simplement Corinne. Compris. Je suis sorti de ce bureau plus léger que l'air. J'avais payé le prix fort pour ma liberté, mais c'était moins cher qu'un divorce 5 ans plus tard. J'avais légalement amputé le membre pour sauver le corps. Les 3 mois suivants ont été calmes pour moi. Je me suis concentré sur le travail. J'ai recommencé à soulever des poids lourds. Je dormais comme un bébé, mais les nouvelles voyages. Apparemment,
la lune de miel de Chloé et de Julien a duré exactement le temps que la facture d'Internet soit payée. Avec moi hors du tableau, Julien a pris le relais. Et par « a pris le relais », je veux dire qu'il a déplacé son sac de sport dans l'espace que j'avais libéré. Il a dit à Chloé qu'il l'aiderait à manifester l'argent du loyer. Il lui a dit que mon départ était un signe cosmique, qu'ils étaient destinés à être colocataires. Mais la réalité est un créancier brutal. Chloé avait besoin de 2200 € par mois pour l'appartement. Elle en gagnait 2950. Après les impôts et les prêts étudiants, il lui restait environ 370 € pour la nourriture et les services publics. Elle avait besoin d'un colocataire qui payait les factures. Au lieu de cela, elle a eu Julien. Julien était doué pour pleurer sur ses traumatismes d'enfance à 2 heures du matin. Il n'était pas doué pour payer la facture d'électricité. Il n'était pas doué pour faire la vaisselle. Il n'était pas doué pour donner de l'espace à Chloé lorsqu'elle rentrait fatiguée du travail. Dès le 2e mois, la dynamique de pouvoir s'était complètement inversée. Chloé n'était plus cette sauveuse réconfortant ce garçon triste. Elle était une femme stressée rentrant dans un appartement sale et trouvant un homme sans emploi jouant à des jeux vidéo sur sa vieille petite télévision parce que j'avais pris la télévision à diodes électroluminescentes organiques. La connexion émotionnelle qu'elle prétendait qu'ils avaient s'est évaporée au moment où elle lui a demandé de participer aux courses. Julien, fidèle à sa nature, a inversé les rôles. Il l'a traitée de contrôlante et de matérialiste, exactement les mêmes insultes qu'elle avait l'habitude de me lancer. Lorsque l'avis d'expulsion est finalement tombé parce qu'elle ne pouvait pas couvrir le loyer, Julien ne s'est pas battu pour elle. Il n'a pas trouvé de travail chez Columbus Café pour aider. Il a fait le mort. Il a littéralement fait son sac pendant qu'elle était au travail et est retourné dans le sous-sol de ses parents. Il l'a bloqué de partout. Il l'a laissé avec la dette, l'expulsion dans son dossier, et la réalisation écrasante qu'elle avait fait exploser une vie stable et aimante pour une hallucination. Elle a perdu l'appartement. Elle a dû retourner vivre chez sa mère en banlieue parisienne, à 90 minutes de trajet de son travail. J'ai entendu tout cela de Maxime, qu'il a entendu de Marc, qui m'avait apparemment débloqué juste pour s'excuser. Je n'ai pas répondu. Je ne me sentais pas heureux à ce sujet. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais vengé. La démolition était terminée, et j'étais déjà en train de construire quelque chose de nouveau. C'était un mardi soir de novembre, environ 3 mois après la rupture du bail. Je sortais de ma salle de sport, me sentant bien. Mon compte bancaire avait récupéré. J'avais un rendez-vous prévu pour le week-end avec une avocate que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage, et j'étais dans la meilleure forme de ma vie. Le cortisol de stress qui avait pompé dans mes veines pendant 2 ans avait disparu. Je suis sorti dans l'air vif de l'automne, fouillant dans mon sac de sport pour trouver mes clés. Antoine. La voix m'a arrêté. Elle était plus petite que dans mes souvenirs, plus tremblante. Je me suis retourné. Chloé se tenait près du râtelier à vélo, frissonnant légèrement dans le vent. Elle avait l'air mal en point. La femme brillante et soignée avec qui j'avais vécu avait disparu. Elle avait perdu du poids, mais pas d'une manière saine. Elle avait l'air décharnée. Ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon en désordre qui avait l'air de ne pas avoir été lavé depuis des jours. Elle portait un sweat à capuche. J'ai reconnu un de mes anciens vêtements qu'elle avait gardé. Et, ai-je dit. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je suis juste resté là, à attendre. J'attends ici depuis 1 heure, a-t-elle dit en enroulant ses bras autour d'elle-même. Je sais que tu fais toujours ta séance pour les pectoraux le mardi. D'accord, ai-je dit en gardant mes distances. Pourquoi? Elle a fait un pas en avant, les yeux embués de larmes. C'était un regard qui marchait sur moi autrefois. Cela me faisait m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites. Maintenant, cela ressemblait juste à un spectacle pour lequel je n'avais pas acheté de billets. Tu me manques, a-t-elle chuchoté. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. J'ai tout gâché, a-t-elle continué, les mots sortant maintenant à toute vitesse, désespérée de combler le silence. Tu avais raison à propos de tout, Julien. C'est un narcissique. Il s'est servi de moi. Il m'a monté contre toi. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là, mais je le vois maintenant. Il est parti, Antoine. Je l'ai mis à la porte il y a 2 semaines. Elle a fait une pause, me regardant avec espoir.
Elle attendait que je valide sa victoire. Elle voulait que je lui accorde le mérite d'avoir résolu un problème qu'elle avait créé. D'accord, ai-je dit à nouveau. Est-ce tout ce que tu as à dire, a-t-elle demandé, un éclair de son ancienne frustration apparaissant. Je te dis que tu avais raison. Je m'excuse. Je vis avec ma mère maintenant. C'est un cauchemar. Nous me manquons. Notre vie me manque. J'ai réglé le problème. Oh, Julien est parti. Elle a tendu la main, essayant de toucher mon bras. J'ai fait un pas en arrière fluide et délibéré. Chloé, ai-je dit, ma voix calme et posée. Tu ne comprends pas l'essentiel. Julien n'était pas le problème. Tu étais le problème. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Quoi? Non, il m'a manipulé. Il a demandé des choses. J'ai corrigé, tu as choisi de les lui donner. Tu as choisi de prioriser son confort par rapport à mon respect. Tu as choisi de m'expulser de ma propre maison. J'étais confuse, a-t-elle plaidé. Les gens font des erreurs. Tout le monde mérite une seconde chance. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. Une erreur, c'est de rayer la voiture. Demander à son partenaire de quitter sa propre maison pour pouvoir avoir de l'intimité avec un autre homme n'est pas une erreur. C'est une déclaration. Tu m'as dit exactement où je me situais dans ta hiérarchie. Mais je t'aime, a-t-elle crié, attirant les regards d'un couple qui entrait dans la salle de sport. Est-ce que ça ne compte pas? Non, ai-je dit. Ça ne compte pas. J'ai regardé ma montre. Je dois y aller. Alors c'est ça, a-t-elle pleuré, la voix brisée. 2 ans. Tu vas juste tout jeter à cause d'une mauvaise nuit. J'ai ouvert la portière de ma voiture et je l'ai regardée une dernière fois par-dessus le toit. J'ai vu le désespoir, les regrets et la peur des conséquences auxquelles elle faisait enfin face. Je n'ai rien jeté, Chloé, ai-je dit. Je l'ai juste laissé là où tu l'as mis, à la 2e place. Je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas claqué la portière. Je l'ai juste fermée. Elle est restée là à pleurer dans le parking, ayant l'air petite et insignifiante dans le rétroviseur. J'ai allumé la radio. Une chanson de rock classique jouait. J'ai monté le volume. Je suis sorti du parking et je me suis inséré sur la route principale. Je n'ai pas regardé en arrière. J'avais un rendez-vous pour lequel je devais me préparer.